Quand les choses paraissent absentes, lorsqu'elles semblent immatérielles, lorsque nous pensons qu'elles ne sont pas à nos côtés, alors elles dépendent de notre bon vouloir pour vivre. Mais lorsque l'on se persuade de l'existence des choses, nous les rendons bien réelles. S'imaginer les effets de leur présence, c'est leur permettre de subsister et leur donner la force de s'épanouir dans un plan de réalité différent de celui auquel nous sommes accoutumés. Quelle que soit l'altérité qui nous fait face, quelle que soit sa provenance et son monde d'origine, ce sont nos émotions qui ouvrent un champ de possibles et qui nous permettent de rencontrer l'autre, d'une manière ou d'une autre. C'est à travers cette conjugaison que la rencontre se fait, au sein d'une confluence de points de vue uniques, singuliers et asymétriques.
Il est dur de réaliser le nombre d'agents qui nous entourent. De la même manière qu'en forêt, nous ne percevons pas toute la faune avoisinante. Nous avons accès aux habitants de la forêt grâce à leurs traces, grâce aux indices qu'ils disséminent pour nous et que nous pouvons relever si nous sommes suffisamment à l'écoute, tournés vers l'autre, encore inconnu. Nous sommes assaillis par les microbes, par les bactéries, par les spores, par les insectes, par les acariens. Nous les respirons, nous les écrasons et nous les accueillons sur notre peau. En éveillant notre curiosité, prêts et prêtes, à l'affût de ces êtres, nous restons cependant, nous-mêmes, des créatures limitrophes, tenues à l'orée de cette forêt que nous traversons comme des touristes, sans y être résidentes. La forêt nous accueille, de la même manière que le jeu est prêt à accueillir le joueur ou la joueuse. Et ceux-ci et celles-ci le traverseront. Lancés dans notre élan, les portes de ce monde s'ouvrent comme une invitation. Revêtus de notre tenue de camouflage, nous entrons sur une terre qui nous est inconnue et devons apprendre à communiquer avec ses habitants. Il faut alors trouver un moyen de rencontrer ces êtres, alors que nous n'avons pas les mêmes modes de communication. Et notre mutisme sélectif, grâce à sa fragilité et malgré sa dissonance avec le langage technique de cet univers, va pouvoir devenir un point de pivot, une occasion d'approcher l'autre, un outil d'écoute et d'attention. Alors, mus par nos émotions, nous pouvons nous avancer, vulnérables et terrifiés. Avoir peur du monstre, c'est aussi le rencontrer. Nous sommes prêts et prêtes à déverser notre humanité partout où nous allons. Notre contagiosité est dangereuse, et en cherchant désespérément à entrer en contact, nous nous agrippons aux choses pour les entraîner dans nos souvenirs. Nous entraînons alors avec nous non pas l'objet de notre désir, mais l'univers tout entier. Et l'affect que nous projetons instaure ces créatures nouvellement découvertes et les nourrissent d'une puissance émotionnelle, d'une intensité qui ne va exister que lorsque nous sommes à leur contact. Alors celle-ci émerge tandis que les autres couleront. Notre imaginaire se tisse avec le monde que l'on voit. Il se met en tension avec celui-ci pour agir de concert, dans une symphonie de gestes et d'affects. L'incomplétude de ce monde nouveau se termine dans une collaboration. On se fait alors dévorer par notre imagination. Et ce festin devient la preuve émotionnelle de leur existence.
Apprendre à les connaître, se laisser guider dans leur intimité, dévoile notre vulnérabilité et notre statut précaire, à la fois amie et intruse. Nous ne sommes qu'invités dans leur univers, et ils nous y accompagnent, en gardant un œil sur nos moindres faits et gestes. L'univers tout entier, dans sa proposition, dans son challenge et dans la difficulté qu'il nous présente, ne fait que nous tester. L'adversité que nous y projetons alors nous rappelle notre fragilité, et ce sentiment d'inconfort nous pousse à consolider notre position, à affirmer notre progression et à marquer notre place. Nous tentons alors d'entrer en contrôle de cet espace que nous apprenons à découvrir. Nous nous instruisons et nous nous exerçons à nous émerveiller. Puis, nous apprenons à utiliser, à exploiter et à dominer. Mais n'est-ce pas là l'attitude que nous avons l'habitude d'adopter face à la nature? Ce désir de dompter l'animal sauvage pour le faire nôtre, ce besoin d'entrer en possession des choses et de les plier à notre volonté. Ce besoin d'exploiter, encore une fois, des ressources qui nous sont gracieusement mises à disposition. Celui que l'on suit n'est pas forcément celui que l'on précède. Et cette invasion que nous menons par la seule force de notre mouvement et de notre présence ne s'opère que dans un sens. Cette confluence d'énergie ne mène ses courants que côte à côte, et jamais ils ne se mêlent. Nous déterminons qui sont les antagonistes de l'histoire. Nous choisissons nos ennemis et nous générons l'inimité du monde en créant les remous. Nous prêtons leur figure, qui ne nous appartient pas, à l'animosité à laquelle seuls nous sommes habitués. Mais est-ce que ce sont nous qui les accueillons au sein de notre parti? Ou bien est-ce que ce sont eux qui sont nos hôtes? Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous immiscer dans le cours des choses. En nous approchant de leur hyper-existence, nous avons l'espoir de vivre des événements uniques et d'apporter, nous aussi, une pierre à l'édifice. Pourrait-on tenter de se mettre à leur place, de voir avec leurs yeux, de sentir le vent dans nos écailles, dans nos pelages et dans nos plumes? Pourrait-on survivre à leur jugement et soutenir leur regard? Et si nous les aimons, peuvent-ils nous aimer en retour? Il y a cette faim compulsive et déchirante, une envie furieuse de possession, de contact et de découverte, un besoin irrépressible de réciprocité. Mais s'ils sont capables d'aimer, ce n'est tout simplement pas à notre mesure et de notre manière.
Ces autres sont tricotés, ligne, par des gens de notre espèce. Ces programmeurs qui les écrivent grâce à leur syntaxe mathématique, les définissent et leur offrent cette vie potentielle. Mais malgré leur conception programmatique, malgré notre omnipotence, leurs agissements nous échappent encore. Nous pouvons apprendre leurs patterns, sentir et prévenir leur comportement, mais le cours des choses restera, toujours, un entrelac de scripts et d'erreurs. Par notre agitation et notre frénésie, nous allons remuer ce terreau fertile avec nos actes et avec nos émotions. En enrichissant cet univers relationnel, ses habitants vont pouvoir se confondre et échapper à leur comportement séquentiel en déployant leur imprévisibilité. Ils se voient alors contraints de nous suivre dans notre folie et sont imprégnés de notre humanité. Nous nous permettons cela en partie car ce monde nous est à la fois inconnu et familier. Nous connaissons la nature qui y est représentée. Nous pouvons comprendre ses références, son origine et sa provenance. Cette reconnaissance nous est permise grâce au potentiel immersif de cette représentation. Mais comment dessiner la complexité de ces écosystèmes que nous souhaitons reproduire, alors même que nous ne les avons compris que grossièrement ? Les absences et les vides sont aussi importants que les pleins. Ce que nous ne percevons pas est au cœur de la nature, là où il nous est impossible de pénétrer. Cet inconnu indomptable peut mener sa représentation à un travail d'exhaustivité et de saturation, dont toutes les composantes se montrent et s'exposent, et en cela assèchent l'écosystème qu'elles sont supposées représenter. Mais si la représentation de la nature sert de support, de socle et de matrice à l'imagination, si le monde joue avec les absences et les présences, alors le rapport entre l'explorateur et l'exploré peut s'enrichir de toutes les possibilités et de tous les embranchements imaginables.
C'est dans la dissémination d'indices et de traces, dans la mise en place d'avant et d'après, dans le tissu de secrets qui vont stimuler l'attention et l'écoute, comme au sein d'une forêt, que le monde va puiser sa force. Ces trésors attisent notre convoitise et nous attirent irrémédiablement vers eux. Nous, notre humanité, et nos sentiments prêts à instaurer l'existence de ces entités. C'est là la force du hors-champ. C'est la manière qu'a l'univers de nous montrer que les choses peuvent se dérouler sans nous et qu'elles ne dépendent pas de nous. De nous rappeler que nous ne sommes que des invités fugaces dont la présence et l'aura ne brillent que quelques heures. Notre empreinte est éphémère et ne dure qu'une partie, ne persiste que le temps d'une sauvegarde. Nous pensons que ces univers sont conçus pour nous et qu'ils nous sont dédiés. Mais nous en faisons nous-mêmes, par nos pensées, par notre présence et par notre humanité, par nos actes, par nos souvenirs et par nos archives, des mondes que nous instaurons dans l'existence et laissons autonomes, à cheval sur plusieurs plans d'existence. Ah oui, du coup, je t'ai pas raconté comment ça s'est passé ma première chasse. Bah, c'était sur 3U, non, sur Tri même. Mon perso ne s'appelait pas Cérid. C'était pas la première fois. C'était pas la première fois que c'était pas mon premier pseudo. Et à l'époque, je m'amusais surtout à combattre les petits monstres pour vendre leur écaille en fait. Parce que je me disais, ah, c'est rigolo, on peut tuer des petits monstres, faire des écailles, je participe à la vie du village, tout ça, je gagne un peu d'argent, tout ça. Tu vois, pour moi, c'était genre, tu chasses des petits monstres, tu vends les écailles, tu gagnes de l'argent et t'achètes des nouvelles armures comme ça, quoi. Alors non, Monster Hunter, c'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Je savais pas encore comment ça se passait. La première fois que j'ai rencontré mon premier grand monstre, c'était le Lajacrus dans une cinématique. À la base, je devais chasser des herbivores pour leurs entrailles, parce que c'est bon les entrailles apparemment. Trip de monstres, c'était des objets bonus qui étaient considérés comme de la bonne bouffe, voilà, dit comme ça. Et du coup, j'étais en train de chercher des herbivores et tout, et d'un coup je vois une cinématique. Tu vois une espèce de gigantesque monstre qui ressemble à un crocodile géant bleuté. Tu rencontres un gros lézard électrique qui te fonce dessus, qui fait fuir tes proies, qui te casse la figure, qui limite te tue en un seul coup. C'était la première rencontre avec un grand monstre et ça m'avait... j'avais eu peur du coup d'aller dans la flotte. J'ai dit, mais imagine s'il revient et tout. Bon, finalement, en fait, il reviendra pas parce que c'était juste scénarisé. Ça, c'était la première rencontre avec un grand monstre. Et à l'époque, j'avais juste eu peur, quoi. Mais c'était bien plus tard que j'ai pu le refaire. Et voilà, et du coup, avec le temps, j'ai commencé à me faire des nouvelles armes. Et j'ai vu que je pouvais fabriquer des armes avec des compos de monstres, de petits monstres. Ça s'appelait des Ludros. C'était rigolo, j'aimais ça. Je me disais, je suis trop prêt pour ma prochaine chasse et tout. Et là, je vois, chasse du premier grand monstre, le grand Jaggi. Alors... Maintenant, aujourd'hui, avec toute mon expérience, je peux te certifier que ce monstre est très facile, qu'il est d'une tristesse affligeante, qu'il est même plus facile, qui est peut-être même plus facile que le grand Jagras, en termes de moveset, pour te dire. Mais la première fois que je l'ai vu, c'était un espèce de grand allosaure avec des collerettes, qui était de couleur violet-rose, qui appelait aussi ses petits pour venir t'attaquer. C'était le mal alpha, quoi. Ouais, non, il est beaucoup plus petit que l'Anjanat. Hein. L'Anjanat, si je te dis la taille que ça fait dans la vraie vie, c'est massif un Anjanat. Hein. C'est la taille d'un T-Rex. Hein. Même légèrement plus gros qu'un T-Rex. Hein. Certains individus, ils étaient genre deux à trois fois plus longs qu'un T-Rex. C'était flippant. Oui, j'ai trouvé des individus de 20 mètres. Le T-Rex le plus long qu'on ait jamais découvert pour l'instant, c'est 13 mètres. Hein. Et du coup, voilà. C'était le grand Jaggi.
C'est vraiment très très beau. Ça m'étonne parce que voilà, je le vois, il fait ses cris, ça y vient, et je dois l'affronter. Premier Monster Hunter oblige. Comment ça se passe? Eh ben, la vérité, ça s'est mal passé. Je savais pas comment donner des coups. On va dire que j'avais encore du mal à utiliser la caméra, tout ça pour combattre. Donc pas mal de mes coups touchaient à côté de là où je visais, toucher la tête, c'était difficile. Donc quand j'arrivais à lui casser la collerette, j'étais super content, mais voilà, c'était dur. Le premier affrontement, j'avais une armure de maille, hein, pour te laisser imaginer l'armure de maille là, avec une épée et bouclier Ludroth, donc c'est de la merde, hein, ongle du Ludroth. C'est comme si je venais avec une épée du tiers de Grand Chagrast, mais encore en dessous, tu vois. C'est l'angle du Ludros. Et du coup, j'étais content, je l'avais, cette arme ressemblait à un truc, j'étais trop content. Écoute, c'est une arme de merde et j'étais content de l'avoir. Et je l'affronte. L'affrontement se passe mal, je me fais agresser par les petits machins, ils me donnent des coups de queue, ils me donnent des coups de mâchoire, puis ils me donnent aussi des coups de flanc. C'est un moveset assez simple en fait, ils donnent que des coups de queue, ils essaient de te mordre, ils essaient de te donner des coups de flanc, c'est tout. Donc pour te dire à quel point j'étais nul à l'époque, je savais pas me soigner en fait. Je savais pas que les potions on devait les fabriquer soi-même. Du coup j'avais que les potions offertes par la quête. C'est-à-dire 3. Yes. Donc je me soignais et tout, et je prends un carte. Il me reste encore 2 potions. Je continue à combattre, il me donne un coup de flanc, je suis stun, les petits machins ils m'ont destunné. Enfin, ils m'ont donné un coup et ça m'a réveillé. Et le grand Jaggi me donne un coup de flanc. Et je suis encore stun et finalement j'ai encore carte. Ça fait 2 morts sur ce monstre de merde. Troisième fois, j'ai joué la facilité, j'ai pris mon bouclier, je me cachais derrière et j'ai mis que des coups des petits coups jusqu'à que le truc meure. À la fin, j'avais plus de potions, il me restait très peu de vie, mais il était tombé raide mort quand même. C'était flippant, on va dire, parce que c'était la première fois que je faisais un grand monstre, c'est la première fois qu'il me cassait, que quelque chose me cassait autant la figure. C'était ma première vraie chasse, allons dire ça comme ça. Puis après, comme j'aime bien me préparer niveau armure, tout ça, je m'étais dit, tant qu'à faire, je fais son armure, hein. Évidemment, évidemment que je vais faire son armure, parce qu'en plus le monstre il est cool, et en plus je vais ressembler à quelque chose, etc., etc. Ça a l'air trop bien, et du coup je le farm. Et je suis content là avoir cette armure avec son arme, sa propre arme qui s'appelait à l'époque la dague du commandant. Et j'étais tout content et pour moi tout fier, tout heureux que j'étais, je pensais déjà, j'avais la sensation d'avoir fini le jeu, tu vois. Sauf que non. Et du coup j'ai continué à chasser des autres monstres. Après on m'a demandé de capturer le Jaggi. Là j'avais peur parce que je me suis dit, et si je le tuais par accident, comment ça va se passer? Je sais pas comment capturer. Je me souvenais quand je l'ai vu boiter, j'avais mon cœur qui battait la chamade. Quand il fallait poser le piège et faire attention à ne pas rater ses bombes tranques, ça faisait flipper. J'avais peur de rater ça. La première capture, c'est toujours branle-bas de combat, quoi. C'est rigolo parce que je sais pas exactement pourquoi, mais effectivement, quand je chasse le grand Jagras, c'est un grand Jagras qui va que je vais tuer. Je vais retourner au village. Si je reviens faire une mission où je dois tuer un grand Jagras, ce sera le même. La même chose pour le Legiana, pour tous les monstres. Par contre, les petits monstres, entre guillemets, donc ceux qui sont pas vraiment des monstres de mission, ceux-là, j'ai plus l'impression que si j'en tue un, j'ai tué un individu qui sera remplacé par un autre individu de la meute ou de la horde, je sais pas. Je les vois un peu différemment, les monstres qu'on chasse et les monstres qui peuplent le monde finalement. Autant le monstre, je le vois vraiment comme un objet de gameplay, autant le palico, bon, je dirais pas dire qu'il y a une affinité, que voilà, que c'est c'est mon animal de compagnie ou quoi, mais pendant les combats, vu que c'était un personnage non joueur, mais qui quand même combattait avec nous, quand il se met en plein milieu et qu'il chope l'aggro du monstre, et alors que toi t'es à moitié mort, et il y a une sorte d'acte de bravoure qui se crée, et c'est sûr que ça par contre j'ai moins tendance à le voir comme un truc de gameplay, c'en est un, mais plutôt d'un point de vue émotionnel. Bon, on était 2 à jouer, mais on était finalement 4 dans le combat, quoi, en plus des monstres.
Et bon, alors, bah, des fois, on voit un peu les limites de l'IA aussi, où le Palico, au lieu de te soigner, il va d'un coup faire autre chose à l'autre bout de la map. Et là, bon, ok, allez, le jeu, fais-moi me soigner, s'il te plaît. Mais t'as quand même beaucoup de moments où je suis là en train de ah bah attention, le Palico va se faire aggro, ou alors bah écoute, il est en train de jouer du tambour, c'est le moment pour toi de lancer une attaque en disant ça à mon pote, vraiment comme si le Palico faisait partie de la stratégie, alors la stratégie avec de grosses guillemets qui se met en place au fur et à mesure de la partie, mais ouais, il y a un peu ça. Je peux être très touché par des jeux, voilà, je vais me contredire, c'est un peu mon habitude de me contredire en permanence, mais je peux être très touché par des jeux qui vont être, mais qui vont avoir finalement ce côté très émotionnel au centre de leur gameplay. Et par contre, ouais, des jeux comme Monster Hunter où finalement l'émotion n'est pas au centre du gameplay, j'ai toujours un peu plus de mal. Alors peut-être que c'est ça, je me raccroche un peu à ce que je peux me raccrocher avec le Palico, donc ce qui est au-dessus de l'iceberg. Et c'est possible, ouais. Palico était une sorte un peu de figure, et puis comme il te suit un peu tout le temps, c'est... Enfin, je sais pas. Est-ce que toi, tu t'es attaché à ton Palico? Voilà, pardon, je vais poser la question. Je pose des questions. Je sais pas, tu peux ne pas répondre. Je sais pas si j'ai le droit. Si, bien sûr. Mais ouais, encore plus, puisque mon Palico, il est modélisé à partir de mon propre chat. Ah, oh, trop bien. Donc c'est assez étrange, puisque je me retrouve à avoir la sensation de passer du temps avec Charlie, qui en réalité est allongé à côté de moi sur mon canapé à l'heure actuelle. Alors que je passe pas de temps avec mon chat quand je joue, au contraire. Il passe son temps à venir m'embêter avec la manger, etc. Ouais. Mais du coup, il y a une sorte d'effet de substitution qui se passe. Et j'ai beaucoup de tendresse pour mon Palico. Et quand je joue avec Charlie Palico, là, je pense à le soigner, à prendre soin de lui. Et c'est un vrai allié. Et je trouve ça intéressant, en fait, la manière dont le jeu te permet de jouer de front, à la fois avec un vrai joueur et avec des IA. Ouais. Ouais, bah surtout, ouais, si tu modélises à partir de ton chat, c'est sûr que le lien se forme. En plus, je vois que tu l'as aussi appelé Charlie, quoi. Tu lui as pas donné un autre nom. C'est trop cool. Et il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe quand tu fais un combat. Le Palico n'a pas le même niveau en combat que le chasseur. Il y a une sorte de nivellement, de mise à niveau qui va se faire entre le Palico et le chasseur, entre le joueur et l'IA, où je trouve qu'il y a un vrai point de rencontre, une collaboration, en fait, une coopération. Bah, je suis assez d'accord. Quand j'avais joué, j'avais vraiment eu l'impression au début de découvrir le jeu, un peu aussi avec le Palico, qui était pas particulièrement efficace au début, et à la fin, contre les dragons anciens, on avait fait tout ce chemin, tous ces monstres, on avait acquis des niveaux aussi, et des habitudes de combat presque, et où j'avais plus l'impression qu'il faisait vraiment les choses comme moi, et voilà, il prenait moins de dégâts, il attaquait un peu plus, etc. C'est quelqu'un qui est un peu rageux, sur les bords. Voilà, c'est très souvent la faute du jeu, la faute de quelque chose voilà. Et mais j'ai pas souvenir. Alors oui, si, c'est arrivé peut-être une ou deux fois, mais j'ai pas vraiment de vrais souvenirs où j'ai entendu vraiment rager contre le chat. Et je me demande s'il n'y a pas eu pour lui aussi ce rapport aussi un peu avec le chat, même s'il est faillible, bah ça le rend un peu plus vivant, un peu plus humain, et du coup le laisser passer comme ah bah oui, c'est le mince, il a trébuché, en même temps on est en plein combat, en même temps il y a ceci, etc. Je me demande si c'était pas un peu le cas également. Il va la date fatidique de mon quatrième grand monstre. Non, attends. Oui, quatrième grand monstre qui était le Barros. Le Barros de Tree n'a rien à voir avec le Barros de World. Le Barros de Tree m'a mis une de ces raclées, je m'en souviens encore. Et du coup, tu vois, pour les armures, pour dire, chaque armure donne des points de talent, là, tu vois. Et bah, les armures, en fait, avant, si l'armure, ça n'avait pas 10 points dans un talent, le talent, il s'activait pas.
Donc moi, gros abruti que j'étais, bah, comment dire, j'ai mis des pièces par-ci par-là pour faire genre, hey, j'ai une armure, t'as vu, pour tenir juste les dégâts. Et j'ai pas fait gaffe au fait, les talents, tout ça, je savais pas ce que c'est. Une armure, c'est quoi, ça se mange? Point d'interrogation. Ouais. Et je m'étais fait royalement casser la figure. J'ai essayé avec la morpho-hache, ça ne passait pas. J'avais plus de potions au bout du premier carte et il me finissait. J'ai essayé au marteau, c'était encore pire, je ne savais même pas l'utiliser. J'avais en plus pris mon temps à fabriquer un marteau Ludros juste pour le faire. Parce qu'il me disait, ouais, mais ça craint l'eau. Bah, je dis, bah, je vais prendre un marteau eau. C'est de la merde, faut jamais faire ça normalement. Faut pas faire ça en fait. C'est un piège. Dans Monster Hunter, avant de voir l'élément, tu regardes quelle est l'arme qui fait le plus mal. Sauf pour quelques exceptions, hein, bien sûr. Mais genre, par exemple, l'arme Morpho-H, l'élément, je m'en carre. Hein. Je m'en fous. Tu regardes le raw et le reste, c'est du bonus. Sauf pour quelques armes comme les doubles lames, l'arc, le corps de chasse maintenant, l'ACB si tu veux, la Volto-H si tu veux la jouer élémentaire. Mais voilà, il y a des exceptions. C'était frustrant aussi, on va pas se mentir. J'étais très frustré et tout. Et du coup, j'ai essayé la lance. Ça n'a pas marché non plus. J'avais construit une lance exprès pour. Donc j'ai fait 3 types d'armes. En plus de l'insecte de l'insectoglaive. Il n'y a pas l'insectoglaive à l'époque. En plus de la SNS pour de l'épée bouclier pour essayer de faire le Barros. Ça n'a pas marché. J'ai très vite abandonné l'idée de continuer Monster Hunter, d'autant plus que après, en rentrant du collège, parce que j'étais au collège à l'époque, pour essayer de jouer à Monster Hunter, je me suis rendu compte que ma Wii n'arrivait plus à lire les disques. Et du coup, je devais momentanément arrêter ma carrière de chasseur de façon prématurée. Donc, mais par contre, on est a priori, si on est lié, en fait, on est dans une quête qui est contre un monstre qui nous est inconnu au début pour sauver la faune sauvage, enfin la faune locale, qui aurait été détruite sinon. Et il y a même des questions de migration, il y a même des questions de ah attends, ce monstre il est pas censé être là, il doit y avoir un problème, un dérèglement de leur boussole interne, etc. Et puis en fait, on se retrouve juste à les tabasser quoi, à les tabasser, à les tuer. Et ce qui est encore pire, parce que ça dans plein de jeux, en fait, cette dissonance, c'est que le pire dans Monster Hunter, c'est que tu le vois que tu lui fais mal à l'animal. Et il boite, il bave, il commence à avoir des ailes à moitié déchirées, on lui coupe la queue, on lui brise les jambes. C'est horrible, c'est horrible d'une certaine façon. Et bon, après, dans l'action du combat, on se rend moins compte. Et puis également, ça fait partie du gameplay. Si tu lui casses une aile, bah, tu as plus de chances de récupérer une aile dans ton loot à la fin. Donc ça, c'est adouci par ça, par rapport à la façon dont je le raconte. Mais ouais, il y a quand même vraiment... on va détruire un monstre et le tuer à la fin pour sauver l'écologie. Enfin, voilà, c'est un petit peu particulier, sachant que il y a rien d'autre que des monstres finalement dans ce monde. Il y a quelques créatures, quelques oiseaux, quelques insectes, ce genre de choses. Mais bah, finalement, il y a surtout les monstres.
c'était, je sais plus quel monstre, mais utilise en fait le grand Jagras comme arme. Il va le prendre dans sa bouche et va te le lancer dessus. Et je sais plus c'est quel monstre qui fait ça. Et je crois que c'est le grand Jagras, hein, si je dis pas de conneries. Mais quand il y a ça dans la cinématique d'abord d'introduction du monstre, mais également en plein jeu. Et je me rappelle que bah du coup on était tous les deux en train de combattre et tout, on esquive, on prend des potions et machin. Et d'un coup on voit l'autre attraper le Jagras, nous le balancer, et on a eu le réflexe d'esquiver, mais il y a eu un moment où d'un coup on n'a plus rien dit. Genre, je pense qu'on a été tous les deux choqués et du truc qui est du coup devenu encore hyper violent, quoi. Et ouais, non, je vois complètement ce que tu veux dire. Ouais, ça m'avait un peu choqué. Et pour le coup, même si j'en ai tué des milliers de grands Jagras, j'étais ah ben pauvre grand Jagras, il a pas mérité ça, etc. Mais ouais, je sais pas pourquoi, à quoi ça tient. Oui, c'est ça. Oui, c'est Devil Joe, qui en plus est une tannée à battre, ce truc. Dans le Devil Joe, ouais, il a la position. Ouais, un petit peu une sorte de némésis du joueur. En plus, quand tu le croises, c'est en mode oh non, pitié, j'avais envie de faire ma mission tranquille. Là, je le vois. Même chose avec l'autre là, celui qui s'envole. La Baselgeuse, ouais. Et mais plus encore, ouais, effectivement, avec le David Joe, je sais, ouais. Non, ouais, c'est assez ouf. Maintenant que tu le dis, ça fait sens, ouais. Ouais, ouais, il est au-dessus, il traverse finalement, ouais, un peu tout ça.